Moi, je suis arrivé dans cette région, je connaissais rien du tout. J'ai pas vraiment une culture de cuisinier. Mes familles, mes parents, ils cuisinaient jamais. Je viens d'une génération fast-food. J'ai pas des plats typiques de ma grand-mère que j'avais envie de raconter, les plats typiques australiens qu'on faisait à l'époque. La seule chose qui vient vraiment de la culture australienne, pour moi, c'est le barbecue, c'est le feu. Parce qu'avant tout, l'Australie, c'est un terre aborigène où ils servaient énormément de feu. Que ce soit pour se réchauffer, pour se nourrir et même pour le chasser. Comme toutes les premières colons qui sont embarqués sur cette terre hostile, qui avaient tout à construire, ma grand-père a transmis une recette. There is a very traditional old-fashioned bread which Aussies call damper, which is traditionally just flour, water, a bit of salt, and don't ask me, I'm not a cook. And you would traditionally cook it in a campfire amongst the hot coals, either in a cast iron pot or wrapped in foil in coals. And yeah, my dad used to regularly cook that whenever we had barbecues at his place. And I think Matthew's taken a bit of pride in taking that to France and cooking some of that up in France. I think the first one he completely stuffed up because he didn't understand what SR was, which was self-raising flour, and evidently they don't have that in France. So he messed up the first one, and I remember we've sent him over some aprons with the damper recipe and a couple of Dad's traditional old recipes as well. Yeah, so yeah, damper. C'est un pain traditionnel d'Australie, de chez moi, qui était fait par les sortes de nomades en Australie qui traversaient l'Australie à l'époque et cuite dans le feu de bois tout simplement. J'ai le souvenir, mon papy il nous invitait à monter dans une montagne et puis préparer un feu comme ça en plein de terre. On cuisait des légumes, des trucs comme ça. Mon papy faisait un peu de jardin, mais j'ai changé de recette. J'ai mis de beurre fumé. Grandfather used to like to experiment a little bit and throw a little bit of herbs or spices or a bit of cheese and bacon or something like that just to mix it up a little bit. But I think my favourite and Matthew's favourite would have been just a plain old damper. Je pense que le mieux, c'est justement d'avoir ce petit four qui va cuire tranquillement dans les braises, parce qu'ils sont quand même très très chauds. Et ça va protéger un petit peu de la chaleur, mais aussi faire un mini four, on va dire. Good old-fashioned bush bread. Le feu, c'est la base de cuisine. Depuis toujours, et même encore aujourd'hui, dans les lieux reculés dans le monde, il n'y a ni gaz ni électricité et il faut composer avec les éléments de la nature. C'est de là qui viennent du barbecue. Et pour moi, c'est important et c'est un souvenir. Aujourd'hui, je vis dans le sud de la France et dans cette région, les gens ils aiment réunir pour faire le barbecue. Ça c'est facile, c'est les épaules, les chines, la filet, des trucs comme ça. Je coupe en plusieurs morceaux, je fais souper. D'où ça vient cette idée de cuisine, d'envie de faire plaisir aux gens. C'est ces petits moments en famille, je pense. Ma mère qui m'a toujours montré comment faire à manger parce que j'étais toujours dans ses pattes. On était 4 enfants et il n'y en avait qu'une qui restait en cuisine pour bouffer, c'était moi. Donc du coup, c'est parti plus de ça. Cuisine familiale. Mon père me racontera toujours, quand j'étais petite, je faisais des restaurants fictifs. J'appelais ça la cuisine de Cabriès ou chez Colline et Suzanne parce que je prenais ma sœur comme commis. J'aime beaucoup transmettre ce que mes parents m'ont toujours transmis, de démarche éco-responsable. Ça, avant toute chose, j'essaie de mettre le moins d'éléments possible, le moins de vaisselle, le moins de déchets dans l'assiette. En fait, je me suis toujours nourrie comme ça. Mes parents m'ont appris à table jamais gaspiller le moindre croûte de fromage ou le moindre... Ou alors on le garde pour le lendemain. Enfin, vraiment, il n'y avait rien qui était jeté. Toujours dans la démarche écologique, quoi. Après 1 an de fac de droit, je me suis rendu compte
que ce ne serait pas ma voie. Le vrai déclic, en fait, ça a été pour la cuisine. Je l'ai eu en voyageant en Nouvelle-Zélande. C'était vraiment une époque où je me posais des questions, j'étais indécise sur mon avenir et ce que j'avais envie de faire, en fait. On dit que les voyages forment la jeunesse, alors je suis partie. La confrontation avec l'inconnu, une nouvelle culture, un nouveau mode de vie, tout ça, ça m'a ouvert l'esprit. Le fait d'être loin des miens, mais réussir à partager avec d'autres quand même, m'a donné une certaine assurance. Petit à petit, c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'aime faire plaisir et j'aime partager. Et au final, je me suis dit, tiens, c'est ça dont j'ai envie, le partage, servir, être auprès des miens. Moi, l'idée de partir en cuisine, ça revient un peu de ma rencontre avec Matt aussi. J'avais toujours eu cette idée en tête depuis longtemps et le fait d'avoir rencontré Matt, on a beaucoup échangé lors de voyages, parce qu'on s'est rencontrés sur du voyage. D'où le nom aussi Aja, ça faisait référence à nos deux parcours. Lui vient de Sydney, Australie, moi de Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc le fruit de notre rencontre, ça a été Aja. Notre intérêt pour faire plaisir aux gens, ça se ressent encore plus parce qu'on a mis tout notre amour dans ce projet, on a tout construit nous-mêmes. Tous les deux, on avait envie d'ouvrir quelque chose, de créer quelque chose nous-mêmes. Donc à 32 ans, je trouvais que c'était le moment. Donc du coup, on est parti ensemble dans le sud de la France, pas loin de chez elle. Et puis, on a trouvé cet endroit où on a créé Aja. Ici, j'ai découvert des légumes d'été, mais des vrais légumes. Les tomates, les poivrons, les aubergines, etc. Et ces légumes-là, ils sont magnifiques. Mais avant, j'appréciais pas trop en fait parce que je connaissais pas les vrais produits d'ici. C'était pas vraiment des produits de qualité que je travaillais avec avant. Une tomate, c'est qu'une tomate, mais quand tu vois les tomates d'ici, gorgées d'eau, très sucrées, le soleil qui fait son effet, etc. Quand on a un très bon produit qui a été déjà travaillé par le maraîcher ou par nous-mêmes, on se pose des questions, comment on aime manger les courgettes, les poivrons, des aubergines au barbecue, le feu, le côté fumé, légèrement grillé, etc. Les légumes, il est déjà bon, pas besoin de faire de plus. Donc c'était assez évident que tout ce qu'on aime bien griller, fumer, barbecue, etc. Avec un petit souvenir d'enfance, la pêche avec mon papa, la truite île sur Sorgue qui est juste à côté. I do recall taking him out once. We stayed in a caravan park and went out fishing, and I had to teach him everything, and I think I'm a better teacher
at fishing than I am a cook, because he'll remind me all the time that he caught more fish than me. And yeah, I remember catching a few fish and taking them back and cooking them up on a fry pan with a bit of flour and yeah, a bit of quality time. We did that. Donc avec le pain au feu de mon papy, une recette qu'il m'a donnée lui-même, cette fameuse dampa qui est cuite vraiment dans les braises. J'arrive à mélanger tout ça, à créer un petit plat, quelque chose qui me ressemble, quelque chose à raconter, un petit peu street food, un petit peu la modernité de toutes ces choses ensemble. C'est ça qui crée un plat, justement, des émotions, un partage, et on arrive à faire des plats comme ça, quoi. Mais à part de ça, j'ai pas vraiment cette culture cuisinière très importante comme vous avez en France. Alors moi je suis arrivé ici à Saint-Étienne-de-Grèce il y a quelques années et j'ai été accueilli avec les bras ouverts. Je grandis dans une ferme, un petit village un petit peu comme ici, mais à 13 000 km d'ici. Des gens qui parlent anglais. Je sens chez moi ici quand même, avec tout ce qui est inverse. Français, des gens qui n'ont pas de culture comme moi, etc. Mais autour d'un feu, on peut tous vivre ce moment de partage nourrissant où on ne fait pas comme manger, mais on discute, on partage. On a des conversations, des fois pas très importantes, mais à la fin, on sent bien, on sent intégré, on sent qu'on vive quelque chose. Entre mon expérience professionnelle, personnelle, les lieux, la saison, l'histoire de produits, je voyage beaucoup, j'ai un esprit complètement libre en cuisine, je vois un produit, je vois une façon de faire, n'importe comment je mélange les choses, je vais faire un plat. Peu importe d'où je viens, j'ai aucune limite. Matt is a unique and special person. I label Matt as my best friend, which is very hard because him being over there and being over there for so long makes it very hard. You feel like you've lost your best mate. But I just see him as a self-driven person that takes on whatever he wants to take. He's obviously a fantastic chef, not my style of cooking. I'm more your meat and three veg type bloke, but that's what he's passionate about and what he really enjoys doing. And yeah, I'm very proud of him and bragged of him with my friends, and does very well through extremely trying circumstances of what he's gone through to get him there. So no, he's a very strong-willed and clever boy. Quand j'ai eu la place de chef il y a quelques années, j'essaie de faire une cuisine de tout ce que j'ai appris sur le parcours. J'essaie de même copier les plats des autres chefs parce que j'étais tout nouveau. J'ai pris la place de chef, j'avais 22 ans. J'avais une brigade de 14 cuisiniers. J'ai géré 3 restaurants. C'était énormément de stress et de pression. Donc j'essaie de faire vraiment les choses le plus magnifique possible, de chercher de plus loin les ingrédients différents, les associations, les plats, mais les meilleurs produits de partout dans le monde. J'essaie de suivre la mode, ce que je trouve qui est quand même très important.
Aujourd'hui, c'est une cuisine où je pense que c'est un sens, c'est logique, c'est un respect pour le travail des autres, les vies des autres, l'environnement. Déjà pour moi, ce sont déjà un peu des précurseurs, car ils arrivent à allier, on va dire, des saveurs, des textures, des techniques de cuisson avec des produits locaux sur un circuit court. Donc il y a vraiment ce côté où, premièrement, en fait, ils vont avoir une cuisine vraiment gustativement qui est très bonne. Et tout ça, en plus de ça, avec un respect des produits, de la nourriture, un respect vis-à-vis des producteurs, des agriculteurs qui sont vraiment mis en avant. On a visé vers l'écologie, le bien-être pour les animaux, pour les agriculteurs, pour les plantes, pour la planète, pour nos clients. Donc géographiquement, on ne va pas travailler les produits qui viennent d'ailleurs. On travaille 100% en direct avec les producteurs locaux, produits des saisons. Mais aussi avec un sens, une logique où le plat, il présente quelque chose, il présente quelqu'un, il présente un moment de notre vie, un voyage, une culture. On a rencontré Pierre qui fait des huîtres et des moules à Port-Saint-Louis. Normalement, on met la viande, on fait la farce. Après la farcie, c'est extraordinaire. Vous mettez quoi comme farce? Alors, il y a Genre, de la viande. saucisse ou... Ouais, enfin, ça c'est ma femme, plutôt. Viande hachée, Moi, j'ai petit jamais peu vu de un riz. moule aussi grand, hein, quand même. Ouais, il y en a qui aiment et il y en a qui n'aiment pas. Il y en a plus grande que ça ou... Oui, J'ai jamais vu aussi gros. c'est pour farcir. Et cru comme ça, c'est bon aussi. Hein. Ouais. Ouais. Waouh. J'ai un super goût quand même. Ça, c'est magnifique. Ouais. Ça, c'est magnifique. Je suis allé en bateau avec Pierre jusqu'à cette culture, qui est juste à côté de l'embouchure de Rhône, pour me montrer un peu comment il travaille, comment prendre son produit. Il y a le filet et après le filet en coton il se désagrège. D'accord. Et après, elles sont grappées. Normalement, c'est costaud. Ça Ouais, se le fait pouce. tout seul en fait. L'important, c'est la maille Ouais. La taille du filet. Ouais. Il y en a qui mettent gros, il y en a qui mettent petit. Il y en a... tout Ça est- change tout. Ah, ça change tout. Alors moi, je suis arrivé dans cette région, je connaissais rien du tout. Et je suis très honnête, c'est pour ça qu'on a appelé ça le menu découverte. Et on explique aux gens que le découverte, c'est pour d'abord nous, qu'on va partager avec les clients. Donc on découvre petit à petit les producteurs, les produits de saison, et on essaie de mettre ça en valeur tous les jours. Alors ce que j'ai découvert d'abord, c'est les bons produits. Il n'y a pas beaucoup de monde qui mange cru. Ah oui, chez nous, enfin oui, il y en a qui font, ils nous demandent des plateaux, Ouais. on met les huîtres, on met les moules et tout, du citron et du vinaigre. Waouh. Là, c'est un forme qui vous plaît du coup, celui-là? Ah, celle-là, oui, c'est magnifique. Là. Elle est un peu bombée, la forme elle est magnifique. On serait dit, on n'ouvre pas ici. Non. Vous, vous n'ouvrez pas là. Parce que le nerf il est là. Ouais. Nous, on n'ouvre pas ici. Par là, Ouais. c'est les plates. Et je trouve que c'est beaucoup plus difficile. Les plates? Non, on n'ouvre pas ici. Ah, oui. Et on risque aussi mais de... la plate, il n'y a que là pour l'ouvrir. Ah, d'accord. C'est vraiment plus facile. Alors, le nerf il est là. Une fois que le nerf il est coupé, hop, il est là le nerf.
tous les plats, en fait, ils vont vraiment réussir à apporter quelque chose d'original et unique, en fait. Il y a aussi l'ambiance, en fait, où ils vont amener justement le client sur ce côté vraiment artistique, sur ce côté bien-être. La cuisine est vraiment très soignée, très pensée. Il y a une histoire derrière et ça, tout ça, c'est donc donné au client et c'est cet impact-là, en fait, pour moi, qui est très important car on sensibilise également le client sur le côté environnemental. Du coup, là, je ramasse le raisin des vendanges. J'ai fait un dessert à base de raisin macéré et j'y fais un petit chou. Un chou avec une petite crème pâtissière au miel et un sorbet au rosé avec le rosé de l'année dernière. Sur ça, sur le chou, je fais une gelée avec du vin et du vinaigre qui donne un petit côté vin chaud. Et un petit confit de raisin aussi également. Donc les raisins ils sont juste rôtis et ensuite macérés quelques jours dans un peu de vinaigre. J'aime beaucoup un vignoble qui se situe à Saint-Rémy-de-Provence. Henri et Théo Milan, c'est eux qui nous ont vraiment montré l'importance de la vigne, comment la tailler. Ils vendangent tout manuellement, pas d'intrants chimiques, ces vins c'est des vins naturels. C'est très intéressant de voir qu'on fait ça dans le froid le matin tôt, les vendanges. On ramasse le raisin à la main avec un sécateur, mais on se gèle les mains. C'est vraiment un métier d'artisan. En général, les gens ne se rendent pas compte en buvant une bouteille qu'il y a un truc énorme qui est fait derrière. On fait ça parce qu'on a un amour pour le produit et je suis fière de montrer aux clients après à table quand quelqu'un de l'équipe va servir le dessert et qu'il explique qu'on est allé ramasser nous-mêmes, vraiment qu'on y a mis tout notre amour, c'est super. C'est quelque chose de très précieux et c'est là que les gens se rendent compte qu'on ne fait pas ça juste pour nourrir des bouches, quoi. Ça, c'est vrai qu'on oublie un petit peu souvent, entre guillemets, le passage de la graine qui va être nourrie ensuite par les viandes bovines, par exemple, qui va arriver dans les assiettes. On oublie souvent le cheminement et c'est vrai qu'en allant manger chez eux, on a un petit peu l'histoire de tout ça. Donc c'est vrai qu'on a la chance d'avoir ce temps privilégié avec les clients pour leur expliquer tout ça, qu'ils ne l'oublient pas. Et ils arrivent vraiment à allier toute cette ambiance, avec ces moments de convivialité, les décorations de l'entreprise et en même temps le respect environnemental, le respect des agriculteurs. Il y a aussi un bien-être du personnel qui est vraiment très présente, de créer des liens et aussi ça se ressent du coup pour avoir le temps de transmettre tout ça en fait aux clients pour leur faire pas seulement juste passer un moment de convivialité mais vraiment les faire voyager sur une histoire en fait. On travaille en direct avec un producteur d'agneaux. T'es prête, Anna, avec les agneaux ou pas? Oui, chef, ils sont prêts. Non, je vais voir vite. Qui est à 7 km de chez nous, Olivier. Il est autosuffisant à 100% avec la nourriture qu'il va faire pour ses agneaux. Donc il produit lui-même ses propres graines, du blé pour ses animaux. Ils sont bien traités, qui est assez intéressant. Donc du coup, il y a même les plats qu'on a fait à base de cet agneau avec un crème infusée avec du foin qui vient de son terrain, avec un petit granola à base de graines de tournesol qui viennent chez lui avec des croquantes. Ça marche en goût parce que c'est des produits qui sont très bien, mais c'est un sens, c'est logique. On raconte une histoire, on raconte une personne, une façon de faire. Et le client, il va tout de suite tomber dans l'univers de chez Olivier. Et ce qu'il fait, comprendre ses démarches et pourquoi il fait ça. Le plus important de préciser, c'est que je vais utiliser pas qu'une partie de la bête. J'ai conscience que consommer un animal, c'est aussi lui enlever la vie.
Alors, je tiens particulièrement à travailler l'animal dans son intégralité, plutôt que de dire je veux un filet ou que la côte, par exemple. Non, moi je ne fonctionne pas comme ça. Alors si je propose un animal à la carte à mon restaurant, je vais travailler tous les morceaux. L'agneau, par exemple, ici, est élevé dans les Alpes. Donc, il est agrandi avec cette atmosphère, cet environnement qui fait qu'il ait ce goût, cette texture, cette manière d'être élevé par un producteur, un agriculteur ou quoi. Et chaque saison, il change. Donc, du coup, avec une inspiration qui peut venir justement d'une texture, un visuel, un petit randonnée, là récemment j'en ai fait un petit vol en plein air qui m'a fait découvrir justement les Alpes d'un autre niveau, donc une altitude que je n'ai pas encore vu ce paysage. Donc on voit les crêtes qui sont un petit peu calcaires, grises, rochers, un petit peu tachées avec de bauxite et tout ça. C'est ça qui m'a donné l'idée justement de prendre un produit d'ici. On a la céleri grave qu'on a tranché très très fin, cuite dans un jus d'agneau. Donc on a transformé la couleur un petit peu blanche de la céleri grave en calcaire avec un petit peu des taches de jus qui donnaient cette couleur. Et ça posé juste par-dessus l'agneau, ça donnait un petit peu les crêtes. C'est là l'agneau, on voit les crêtes, on voit la couleur, on voit les textures et en dessous il y a l'agneau. Ce qui est innovant dans leur cuisine, c'est qu'avec des produits de la région, qui sont finalement assez simples, mais de bons produits, je trouve qu'ils sont magnifiés parce qu'il y a toujours une touche un petit peu qui ramène de ces voyages ou de ces expériences culinaires à travers le monde ou les régions. Et je trouve qu'ils sont très forts pour ça. C'est des plats qui se partagent bien souvent. C'est très convivial, c'est très généreux, et puis c'est surtout très bon, quoi. Que ce soit sur les goûts, les techniques de cuisson, les textures qu'il apporte. Il y a le côté des saveurs où il va allier les saveurs françaises, donc avec les produits locaux. Et notamment, il y a quand même son passé où historiquement, il est quand même australien, il a grandi en Australie. Donc son côté anglo-saxon, en fait, qui va se fusionner avec la cuisine française. Mais c'est vrai qu'il a un petit penchant aussi, une petite tendance sur la cuisine asiatique, où il va justement arriver à lier toutes ces saveurs avec les produits de la Camargue, du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, donc françaises, avec son petit côté anglo-saxon et avec des saveurs d'ailleurs. Je viens d'un pays où on est entouré par les gens d'ailleurs. Donc en Australie, c'est plein de gens de partout qui fait cette espèce de qu'on appelle un melting pot, un mélange de tout. On n'a pas cette culture comme vous avez en France, avec les plats typiques que vous connaissez depuis la cuisine de grand-mère, etc. Donc on mélange tout. Et c'est marrant parce que quand on va sur place dans un autre pays, on voit comment ils font quelque chose. On a envie de prendre cette idée à faire avec les produits d'ici pour qu'on reste local, mais qu'on raconte une histoire d'ailleurs, que les gens ils sont toujours en train de vivre un moment magique où on voit d'où est-ce que ça vient cette idée, on voit pourquoi on a travaillé ce produit. I don't think Australian people appreciate the cuisine, which is why I'm very supportive of him staying in France, because I think his talents are more appreciated over there. He was at TAFE over here and he won a scholarship, which was quite a prestigious award. And you had to show that you could cook, and you had to show that you're passionate, and you had to write an essay and explain what you would do with the money or what you would do with the opportunity of winning this scholarship. Donc j'ai choisi la France parce que la France, pour nous en Australie, c'est quand même le pays de la gastronomie, etc. Donc du coup, c'était vraiment ce que je souhaitais faire, c'était de passer par là pour découvrir votre univers, votre façon de cuisiner et tout ça. Je pense que j'ai introduit maths dans ma vie
et dans l'environnement méditerranéen, car toute ma famille est ici présente dans le sud, très soudée, très conviviale, à partager tout le temps, autour de table, autour de vin. Après, pour les produits de la région, c'était quand même une découverte aussi petit à petit, parce qu'il y a tellement de choses, c'est tellement riche ici qu'on ne connaît pas tout. Pas mal de produits arrivent au printemps, notamment le pain, qu'on travaille avec les asperges. Il y a des nouveaux fleurs qui sortent, il y a des bourgeons qui commencent à sortir de plein de plantes différentes, les herbes sauvages et l'asperge. Donc l'asperge qui commence ici, sauvage, c'est des fines tiges plein goût, on dirait presque Granny Smith en bouche, tellement il est acidulé, très fragrant, avec beaucoup des jolies odeurs de printemps, avec ce qui se passe en même temps. On a essayé de faire un plat à base de tout ce qui se passe actuellement autour des Alpes, justement. Donc on était sur des asperges sauvages qu'on a pris dans les collines. On a fait au barbecue. Tout simplement un petit peu de marinade à base de genièvre. Donc on a cherché un peu de genièvre, on a fait le vinaigre avec, un petit peu de huile d'olive, on a fait la marinade avant de passer les asperges dans le barbecue. Pourquoi le barbecue? Parce que printemps il arrive, il y a l'été, tout le monde aime bien cette odeur de charbon. Donc avec des petits bourgeons qui commencent à sortir avec les mêmes fragrants, avec les mêmes odeurs, avec les mêmes saveurs qui approchent un petit peu de l'asperge sauvage. On fait un petit bouillon, infusion à froid qu'on va venir verser sur justement les asperges qui sont juste cuits au barbecue. Ça, c'est un plat qu'on a imaginé ensemble, parce que je lui ai dit pourquoi pas un bouillon frais au-dessus d'une salade fraîche et tout ramasser main, quoi. Ça, c'est idéal. J'ai un amour pour la récolte en général. Pouvoir observer, balader, toucher, avoir des odeurs. Mon grand plaisir, c'est bien sûr l'époque des mûres sauvages, en été. C'est un moment de détente pour moi. Je les ramasse une par une, je les sens, je les goûte. Et ça m'inspire vraiment beaucoup pour pas mal de recettes. J'ai tellement voulu mettre ce fruit en valeur que j'ai fait un dessert avec du miel des Alpes. Et pour moi, ça avait vraiment un sens, parce que le miel était fait avec les ronces. Donc c'est des abeilles qui viennent butiner les ronces des mûres et ensuite qui donnent un petit goût parfumé, vraiment de garrigue à ce miel. Donc le miel des ronces d'un côté, j'avais fait une glace miel de ronces, les mûres juste fraîches. Et des pignons, bien sûr, pour la pinède. J'ai passé autant de temps au restaurant qu'à l'extérieur avec Mathieu et Colline, que ce soit pour les différentes cueillettes auprès des producteurs. Je les ai suivis de A à Z, d'aller chercher le produit à sa source, à explorer sa transformation jusque dans l'assiette. Ce qui est riche, c'est qu'ils travaillent avec les ressources de la terre et de la mer. On a donc voyagé ensemble aux quatre coins de notre région, à la recherche à chaque fois de nouveaux produits et surtout de leur histoire.
On est parti dans les Camargues au petit bateau à pêcher les anguilles, un produit que même moi j'aurais jamais pensé que je vais travailler en Camargue. Il n'y a que 4 pêcheurs qui ont le droit à pêcher là-bas aujourd'hui. Et on a découvert cette façon de faire qui est quand même un métier extrêmement dur. Et on est tombé amoureux de ce produit, de cette région, de cette façon de faire. Et à quel point c'est difficile. Donc on a mis en valeur, mais vraiment en petites portions. On a respecté la pêche, pas la surpêche. On a fait de façon saumon fumé. Donc salaison pendant 48 heures, ensuite fumé. Ensuite, on a fait un tartelette à base d'algues pour montrer ce côté étant un petit peu vasqueux, pas très beau, un petit peu noir. Quand on voit dans l'eau, on ne voit pas le fond, avec un petit peu des riz de la Camargue en façon à fond de tartelette, avec l'anguille fumée par-dessus. Et on demande aux gens justement à croquer dedans, à prendre à la main, à croquer dedans. Ils sentent des odeurs un petit peu bois fumé, le poisson, l'iode avec un petit peu de salicorne qui sort et tout ça. Et c'est pour mettre des gens à la place de nous. C'est une entrée, on sort exprès direct de frigo, on envoie, comme ça c'est froid. Parce que quand on allait, il y a des courants d'air, il y a le Mistral, etc. Donc il y a même les touches, la température qui change, il y a les odeurs avec le fumée qui change. Si je pouvais qualifier vraiment leur cuisine en fait, déjà que ce soit vraiment dans l'ambiance, etc. Mais simplement sur le côté de la cuisine, je pense que c'est une cuisine originale. Pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'audace dans les assiettes. Ils vont réussir à mélanger des textures et des saveurs qui vont casser les codes, arriver à mélanger plusieurs saveurs, plusieurs textures pour créer vraiment des choses atypiques, esthétiques également. Une cuisine qui est très recherchée et je trouve qu'en fait il y a ce côté où ça reste classe mais sans non plus ce côté un petit peu on va dire minimaliste et simpliste en fait, mais ce n'est pas non plus trop quoi. On va pas être perdu dans les saveurs, dans les textures, c'est pas de la cuisine moléculaire non plus, ça reste simple quand même. Donc il y a vraiment ce côté où on va aussi retrouver le produit sans être trop dénaturé et c'est ça que j'apprécie beaucoup chez eux. Je pense que c'est ça aussi qui permet d'avoir leur originalité. Et franchement, je pense que là-bas, on va tout le temps découvrir des nouvelles choses, d'autant plus qu'ils ont des menus qui changent tout le temps. Donc, ils font leur menu des semaines à l'avance, ils vont chercher leurs produits des semaines avant, démarcher auprès des producteurs, voir si le producteur, lui, prend bien soin de ses aliments, prend bien soin de ses bêtes. Alors, on change de menu tous les mois pour plusieurs raisons. Parce que la première raison, je pense, c'est les produits qui changent. Je pense qu'il faut pas... Très honnête, c'est parce qu'on s'ennuie. On s'ennuie très rapidement. Pas que moi, mais l'équipe, quand on fait un menu, même si c'est en 8 étapes, même si on fait 25 couverts maximum tous les soirs, ça fait quand même qu'on refait la même chose. On raconte la même histoire. Au bout de quelques semaines, on s'endort un petit peu. Pas forcément on s'endort, mais on commence à chercher plus loin. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il y a un autre produit qui commence à sortir, un légume qui commence à être en saison, qu'on a envie de travailler. On passe une semaine de découverte, donc c'est le menu de découverte avec les clients. La deuxième semaine, on commence à être vraiment parfait avec ce qu'on fait. Et la troisième semaine, c'est ce moment où on commence à chercher plus loin, chercher ailleurs. Et la quatrième semaine, on commence à préparer pour la suite. T'es calé là. Ouais. Et donc, ouais, Mathieu m'avait demandé des phrases
comme ça. Je sais pas comment il est vraiment. Oh, trop chouette. Ben, je lui montrerai. Tu donneras. Ça marche. Oh, il va être trop content. Mais je pense que c'est plus pour un plat, ouais, du coup. Je sais pas, il m'a pas parlé Il de a ça. pas dit de vinaigre. Ah, C'est pas ça? Peut-être. Je sais plus. Ouais. Un pickles, un truc comme ça. Ouais. Il faut toujours chercher un truc un peu différent au lieu de dire bah, tout le monde fait ça comme ça, on fait ça comme ça. Il faut rester nouveau tout le temps, il faut rester comment dire, à la mode, mais il faut toujours chercher plus loin que ça. Il faut se suivre de la saison, conserver quelques légumes, faire des confitures, des pickles, les ferments pour avoir encore de goût qui va durer un peu plus longtemps dans l'année, mais surtout de travailler les produits des saisons. C'est bon, volontiers. Ouais. Hop. Allez. Ah, du coup. Non mais ça c'est bien, si t'as des cagettes. Ouais, j'en ai au taquet. Tu préfères les cagettes? Je peux même t'en ramener. Hein. Ah bah si t'en as, je prends Ouais. au prix des trucs là cette année. C'est bien. Du coup, Sandra, t'as fait pour combien de litres en fait? T'as fait 1000? Ok, ça marche. T'as remis 2 minutes du coup? Ouais. Donc je vais te donner une recette. Donc c'est pareil, tout mixé. Okay, donc il y a des poivrons, il y a des tomates, il y a l'ail, il y a des piments, il y a de l'huile d'olive, etc. Tout mixé. On va mettre juste un petit peu, comme les tomates. Après, des moules. Les tomates petits. Et aujourd'hui, on n'a pas, mais on va peut-être voir ça dans le jardin s'il y en a. Ok. Et comme pour les tomates, on va faire les voiles comme ça là, mais avec l'eau de moule. Les tomates, sauce moreau verte, le voile et juste citron vert, citron brûlé, papamba comme dessus. Ok? Michel. Ça c'est premier. Un service pour moi, c'est une pièce de théâtre ni un match de rugby. Ça commence avec l'accueil. Les gens, ils arrivent, ils voient la pièce, ils disent bonjour aux acteurs. Ils s'installent confortablement avec les matières devant eux, brutes, du bois, des bois de région, avec des couverts plus en cuivre, un peu plus brut que l'argent. Donc déjà, ils sont dans l'ambiance. En salle, c'est un spectacle. C'est raconter les choses aux gens. À côté, il y a un match de foot en cuisine. Donc les premiers assiettes, ils commencent à sortir. Maintenant, il y a un vrai spectacle à faire. Si j'arrive à faire du pain, on va faire du pain. Si on peut faire notre propre beurre qui va avec le pain, on fait du beurre qui va avec le pain. Si on peut même pousser un petit peu des fleurs comestibles, des herbes aromatiques, etc., on va la faire. Sur le menu, les gens, ils ont 3 ingrédients, juste pour savoir ce qu'ils mangent. Donc, il doit y avoir huîtres, taureau, riz. Donc, les gens, ils font confiance. Ils ne savent pas à quoi ils embarquent, mais au moins les 3 ingrédients sont là. Ils savent à peu près dans quelle direction ils vont. Et quand on arrive à table, on passe 2-3 minutes chaque plat, chaque table, qui prend énormément de temps. Mais c'est important parce qu'on est là pour raconter cette histoire. Il y a certaines choses qu'ils ne comprennent pas visuellement, pourquoi se présenter comme ci,
pourquoi il y a ça et c'est pas noté. Et c'est pour ça on est là pour raconter. Une petite croûte d'amande, ensuite fumée au bois d'amande. Donc c'est les coquilles d'amande justement à l'extérieur qu'on a fumé. Je vais poser par-dessus du coup un risotto de riz noir de Camargue avec des galères. Donc les galères, c'est un petit coquillage, un crustacé pardon, qui ressemble un peu à langoustine, qui vient surtout d'ici, avec des bisques. Donc avec les carapaces et tout ça, on fait des petits bisques par-dessus. Mais si les gens ne savent pas l'histoire, ils ne comprennent pas. Donc on est là pour ça, justement, ça prend énormément de temps, mais c'est très important justement de raconter pourquoi on a fait ça comme ça. Comme je suis de la région, et que forcément ces excursions m'ont inspiré, j'ai voulu leur faire partager un lieu que j'affectionne particulièrement, Bauduc, pour qu'ils puissent s'en inspirer à leur tour. Avant de m'installer ici, du coup, j'avais une image de la Camargue un peu sauvage, où personne va et vraiment inconnue. La plage de la Bauduc, c'est une plage en Camargue, sauvage. C'est pas une plage comme les autres. Et c'est tellement riche en produits, justement, en émotions. C'est un endroit que j'ai compris très rapidement que les gens d'ici, ils adorent. Ça rappelle les enfances, chercher des coquillages dans le sable, de cuisiner sur la plage, style barbecue, etc. Donc on est parti avec les copains passer une nuit là-bas. Et on a dit pourquoi pas essayer de cuisiner sur place, faire quelque chose d'assez sympa avec les produits de là-bas. Et on a créé 2 plats. Le premier, on a appelé ça carrément le Bauduc. Le Bauduc qui visuellement, on a mis vraiment un assiette qui rassemblait le Bauduc. Donc le Bauduc avec des outils un petit peu atypiques d'ici. On a raclé dans le sable, cherché un petit peu les moules, etc. On a fait quelque chose dans un style fish and chips, donc le poisson, des mayonnaise, des citrons, des pommes de terre. La mayonnaise, du coup, on a fait avec un citron brûlé. Donc les citrons qu'on a mis au barbecue, ils étaient vraiment noir à l'extérieur, caramélisé à l'intérieur, mélangé avec une mayonnaise, donc fine couche par-dessus. Après, avec des riz de Camargue, plusieurs couleurs, ce qu'on a fait, c'est de les faire cuire, sécher, ensuite souffler. Mixer ensuite pour faire une texture sable. Visuellement, ça ressemble à la sable. Pour faire cette petite couche sable presque noir comme on trouve à la Bauduc. Quelques petites algues frites par-dessus et la pomme de terre juste séchée. Et même la façon de faire, on demande aux gens à creuser dans le sable. Comme nous, on a fait là-bas, pour vraiment raconter ce qu'on a fait là-bas. Quand on a senti là-bas cette sensation de creuser profondément dans le sable, passer un peu dans l'eau pour chercher ce qu'il y a au fond, justement des petits coquillages. Donc, on a créé le Bauduc. La Camargue, pour moi, c'est un lieu magique et unique. On y va parce qu'on aime prendre l'air, on y va pour se ressourcer. C'est important tant d'un point de vue culinaire que personnel. Dans un monde aujourd'hui où tout va vite, c'est bien de pouvoir se balader dans les quelques endroits encore uniques en France où on peut se ressourcer, prendre l'air, réfléchir, créer, imaginer. Entre copains, on a dit, est-ce qu'on arrive à faire un petit feu et faire une cuisson dans le sable, dans les braises, avec un petit histoire derrière de culturellement, là où Colline elle est née, en Calédonie, un plat qui s'appelle le bougna. Donc le bougna, c'est une façon de faire dans du sable. Donc ce qu'on a fait, on a pris des poissons mûches qui viennent de Camargue, quelques petits coquillages, le murex, quelques petits légumes du moment, etc. Roulés dans des algues,
Et du coup, on a ramassé un petit peu de sable de le Beau-Duc. Pour refaire ici en cuisine chez Aja, on a fait chauffer dans notre barbecue du sable, dans un bac. On a creusé dedans, comme on fait en Calédonie, et on a mis ces petits papillons dedans, on a recouvert. Donc on montre les clients même avant ce que ça présente le bougna à la petite papillote, et ensuite on creuse, comme on fait là-bas, on met dedans, on recouvre tout. Après on enlève tous ces, une fois cuit, on enlève tous ces algues, et on sort le poisson qui était cuit avec les légumes, les coquillages, avec les petites sauces coquillages et tout ça. I think Matthew has proven that he can be anything he wants. And Matthew wanted to prove to himself and to the world and his family and friends that he could be a great chef, and I think he has done that. But I think that's more Matthew that could do anything he puts his mind to it. And don't ask me where he gets that from, because it's not from me. Je pense que c'est vraiment une philosophie d'être artiste, de comment il voit la chose, de comment il vit les choses. Et je pense qu'aussi il est artiste sur le côté esthétique, on va dire sur comment est interprétée l'assiette, comment il va la rendre jolie, belle, sur l'ambiance de tout le restaurant qu'il va apporter, sur aussi, principalement aussi ce qu'il va dénoncer. Donc en fait, il est artistique visuellement, mais aussi sur ce qu'il va dénoncer. I think what I hope for him is what I've hoped for him all along. It's more just for him to follow his dreams and do whatever it is that makes him happy. No judgment whatsoever. Whatever he wants to do, I'll support him and be happy for him.